Dans cette vidéo, on veut déterminer, on prend une matrice A dans un domaine de C, on veut déterminer l'ensemble des polynômes qui envoient A sur une matrice nilpotente. Ok. Vraiment, j'ai eu vraiment du mal à déterminer l'ensemble des polynômes qui vérifiaient ça. En fait, essaye toi-même de juste d'intuiter le résultat. Et probablement qu'en intuitant, genre, tu auras une preuve de pourquoi c'est le résultat. C'est comme ça. Ok. Donc, pour t'aider, si je veux t'aider pendant ta recherche, essaye de prendre des matrices A très faciles. Genre, pense à qu'est-ce qui se passe si A égale identité, si A égale 0, si A est diagonalisable plus généralement. Enfin, j'avais juste réfléchi à ces cas-là et ça s'était plutôt bien passé. Ok. Fais pause, n'hésite pas à faire pause si tu veux faire une recherche. Je vais spoiler. En fait, je vais résoudre les cas dont je parlais. Si A égale à identité, P de A, c'est juste P de 1 fois identité. Okay. Donc P de 1 identité, c'est nilpotent quand ça. C'est nilpotent quand P de 1 c'est égal à 0. Donc on voit déjà un lien entre les valeurs propres et le polynôme. Donc ça c'est nilpotent si et seulement si P de 1 égale à 0. Ok. Donc il y a une idée que P doit annuler les valeurs propres, les VP de A. Et en fait, ouais, parce que si j'ai que A de x est égal à lambda x, si je veux que mon polynôme, si je veux que P de A soit nilpotent, il faut que les seules valeurs propres de ce polynôme-là soient nulles. Donc il faut que j'ai P de A x. Donc je rappelle cette formule, hein, qui est classique. P de AX, en fait, c'est juste égal à P de lambda x. Ce qui est logique parce que A sur x, ça se comporte comme lambda fois l'identité. Et donc le polynôme en A, c'est juste le polynôme de lambda fois l'identité, donc c'est juste P de lambda. On a ça, et du coup, il faut avoir P de lambda égale 0. Si j'ai un polynôme P qui vérifie ça, il vérifie forcément que P restreint au spectre de A est nul. Ok. Et en fait, on peut se poser la question de la réciproque. Donc, ça semble plutôt bon parce que le polynôme le polynôme minimal de A, c'est, on a que le polynôme minimal de A, c'est un truc un peu de la forme x moins lambda i, pour lambda i, les valeurs propres, à la puissance ni. Ni, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, ça sent bon parce qu'on a une condition qui ressemble un peu au polynôme minimal. Donc bien sûr, si P est divisible par le polynôme minimal, on a que P de A, c'est nilpotent. Et en fait, si on a réciproquement pour tout i, P de lambda i égale 0, donc ici, je note lambda i, l'ensemble des valeurs propres de A. Si on a ça, ce qu'on a, c'est que pi A va diviser une certaine puissance de K. Ok. Parce que pi A, il a des multiplicités sur les x moins lambda i. Je peux regarder le maximum de ces multiplicités. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il va diviser le produit des x moins lambda i. Le tout à la puissance grand M. Si M, c'est le max des ni. Et sauf que ça divise, d'après cette hypothèse-là, ça divise P puissance grand M. Ok. Et du coup, ce qu'on a, c'est que P puissance grand M de évalué en A, c'est 0, et donc P puissance M est nilpotente. Ok. Donc ces exercices de réduction où il faut un peu déterminer des ensembles ou des objets, il ne faut pas hésiter à y aller avec des objets très simples. Genre, cerner un peu le sujet dans des cas très simples. Faut pas directement se lancer dans des arguments abstraits. Enfin, un exercice de maths, ça doit être une exponentielle, et la hauteur, c'est à quel point tu es dans l'abstrait. Au début, ça doit vraiment être au ras du sol, des arguments complètement nuls, genre juste des arguments de, qu'est-ce qui se passe si A égale 0, ce genre de truc. Et plus tu trouves pas avec des arguments nuls, ou genre plus tu as une intuition, tu commences à comprendre ce qui se passe, plus tu te lances dans des arguments abstraits. Mais il faut pas commencer direct avec des trucs genre regardons un surcorps algébriquement clos de C, enfin des dingueries comme ça. Ok. D'abord concret et ensuite, si tu le sens bien, tu vas dans des arguments abstraits. Okay. Enfin, un argument abstrait, ça peut jamais être. En gros, quand tu es bloqué, il faut jamais commencer à
comme à commencer l'ébauche d'une preuve. L'ébauche d'une preuve, tu la commences vraiment à la dernière minute. Genre la moitié du temps que tu passes à faire un exercice, ça doit juste être en train de cerner l'exercice, en train d'être sûr que ta compréhension, c'est la bonne. Une fois que ta compréhension de l'exercice, c'est parfaitement la bonne, normalement, la preuve, elle coule de source. C'est jamais un souci technique, la preuve, une fois que tu as bien compris l'exercice. Ok. Donc, juste cet exercice-là, il n'est pas. Enfin, maintenant que je l'ai rédigé, on voit qu'il n'est pas hyper difficile, il n'est pas hyper intéressant. Mais l'important, c'est vraiment comment est-ce que tu as appréhendé l'exercice au début où je t'ai dit d'essayer d'intuiter le résultat. Quels ont été tes réflexes? Et j'espère que un de tes réflexes, enfin, essaye à l'avenir de rajouter un nouveau réflexe qui est de regarder des cas simples. Parce que vraiment, c'est beaucoup plus rentable que que d'essayer une preuve ou d'initialiser une récurrence un peu au hasard. Voilà, les exemples concrets.